7 milliards d'êtres humains, plus de 80% de la population mondiale vit actuellement sous un régime autoritaire qui respecte pas les droits de propriété ou qui émet une monnaie absolument catastrophique. Pendant que chez nous, dans nos pays, on est en train de débattre est-ce que Bitcoin est spéculatif, énergivore ou je ne sais pas, dans beaucoup de pays dans le monde, ils utilisent Bitcoin tout simplement pour pouvoir survivre. On va voir aujourd'hui pourquoi 7 milliards d'êtres humains comprendront Bitcoin avant toi et ce pour cette raison. La première raison est bien sûr la raison la plus évidente, c'est l'inflation dans le monde. On va voir maintenant pourquoi cette inflation dans le monde est extrêmement sous-estimée. Tu savais que le Bitcoin était en gros plan sur le site de la Human Rights Foundation et leur directeur de la stratégie aux Human Rights, Alex Gladstein, nous dit « La dévaluation monétaire est un crime contre l'humanité. Les bombes et les armes peuvent blesser un certain nombre de personnes, mais la dévaluation de la monnaie touche chaque individu d'un pays et peut être tout aussi mortelle. » Depuis 1971, on vit dans l'époque la plus inflationniste de l'histoire humaine. Actuellement, présentement, 1,4 milliard d'individus sur cette planète vivent avec une inflation à 2 voire 3 chiffres. Et pour rappel, une inflation à 10% pendant 10 ans, c'est moins 62% de pouvoir d'achat. Et une inflation à 50% pendant 10 ans, c'est tout simplement moins 99% de pouvoir d'achat. L'inflation, elle est absolument partout, sur tous les continents. On va donner quelques exemples. Nigeria, le principal pays d'Afrique, le plus grand pays d'Afrique, moins 95,6% de la valeur de sa monnaie a été détruite sur les 18 derniers mois. Égypte, plus gros pays du Maghreb, moins 50% sur les 18 derniers mois. L'Inde, plus grand pays, le pays le plus peuplé au monde, sa monnaie est un point le plus bas historique contre l'USD actuellement et a perdu 92% de sa valeur contre l'USD encore depuis la fin de l'étalon or. Argentine, Venezuela, Liban, le Zimbabwe, c'est une inflation à plus de 3 chiffres chacune de ces dernières années. Donc plus de 100% d'inflation chacune de ces dernières années. Autant dire que la valeur de ton argent, elle n'a plus aucune valeur après 2 ou 3 ans. Bon, franchement, la liste d'inflation, elle est longue. Par exemple, en 2022, Sri Lanka 46%, Éthiopie 33%, Turquie 72%. En Russie, en 2024, c'était quasiment 10% avec bien sûr le financement de l'armée. Angola plus 25%, Suriname plus 59% en 2021. En tout cas, cette liste donc est longue et ça fait un paquet de monde sur cette planète qui ne peut aucunement, tout simplement, espérer avoir une monnaie qui préserve leur futur et construire son futur. Parfois même, c'est en une nuit que l'inflation a lieu. Par exemple, au Malawi, il y a environ 1 an, en l'espace d'une nuit, bien sûr, sans prévenir la population, le gouvernement, il a dévalué la monnaie de 44%, soudainement, bien sûr, sous conseil de l'IMF. Pour une population comme le Malawi, qui est très peu bancarisée, très peu accès à l'électricité, etc., c'est tout simplement, tu touches absolument toute la population, et c'est toute la population qui, du jour au lendemain, se retrouve avec 44% de pouvoir d'achat en moins. Littéralement, lorsque ton inflation elle atteint 2 chiffres, ton futur ne vaut absolument rien. Et comme le dit Jack Mallers, personne ne devrait travailler pour ce que quelqu'un d'autre peut imprimer. Et pour ça, bien sûr, Bitcoin fixes it, étant donné que Bitcoin a une inflation inaltérable. La politique monétaire de Bitcoin est gravée dans le code et on sait très bien quelle est l'inflation actuelle et quelle sera l'inflation du futur. Et rien ni personne ne pourra changer ça à tout jamais. Et ça, c'est extrêmement puissant. On passe au second point, autoritarisme et contrôle financier. Il y a seulement 14% de la population mondiale qui vit dans une démocratie libre, c'est-à-dire où on peut espérer avoir une liberté d'expression qui est respectée, une élection qui est réglementaire et tout simplement un droit de propriété qui est également respecté. Mais pour les 7 milliards d'autres êtres humains sur cette terre, c'est pas le cas. Dans ces autres pays, si tu milites contre ton gouvernement, la monnaie ou je ne sais pas, tes fonds peuvent être gelés. Tout envoi de fonds pour être solidaire envers ces militants est également gelé. C'est exactement ce qui s'est passé au Nigeria il y a quelques années où c'était la plus grande manifestation de la décennie et où le gouvernement a gelé les comptes bancaires des leaders. Mais il n'a pas pu arrêter Bitcoin. Comme le titre de cet article, comment Bitcoin a alimenté les plus grandes manifestations nigérianes de toute une génération.
Pourtant, l'argent devrait être privé, ça devrait être un droit privé. Et d'ailleurs, c'est l'un des articles de la Constitution des droits de l'homme. Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule: nul ne sera l'objet d'interférences arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Chacun a droit à la protection de la loi contre de telles interférences. Pourtant, les gouvernements, ils violent ce droit constamment, même chez nous, même en Europe, où par exemple la CBDC, la monnaie digitale, va pouvoir être contrôlée absolument par son émetteur unique. Voici ce qu'en dit le directeur général de la Banque des règlements internationaux. Avec les billets de 100 $, on ne sait pas qui les utilise aujourd'hui. C'est un des avantages du cash. Mais avec une CBDC, la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles qui régissent son utilisation. Et nous aurons la technologie pour faire respecter ces règles. Quand un État peut programmer ton argent, il peut décider de où et comment tu vas l'utiliser. Par exemple, si tu veux quitter le pays parce que tu n'as pas payé tes taxes, tu vas même pas pouvoir payer ton billet d'avion. Si tu as mangé trop de viande ce mois-ci, tu vas peut-être plus pouvoir dépenser pour acheter de la viande. Si tu n'as pas mangé par contre assez de pain contenant des insectes, peut-être que tu vas devoir en consommer, ce sera le seul truc que tu pourras acheter. Si tu veux fournir de l'argent à un militant qui milite pour quelque chose que le gouvernement ne souhaite pas qu'il milite, mais par exemple en ce moment la guerre entre la Palestine et l'Israël, tu ne pourras pas le faire. Et maintenant, voici un exemple entre une démocratie libre et un régime autoritaire. Lorsque les États-Unis ont fait, la population comme les entreprises ont fait lobby pour pouvoir empêcher le CBDC, la démocratie l'a entendu. C'était un des arguments phares. Et maintenant, Trump a annoncé le fait qu'aux États-Unis, il n'y aura jamais de CBDC. En tout cas, pas sous son gouvernement, en tout cas théoriquement. Mais les Chinois, déjà, ne peuvent pas dire la même chose, étant donné que la CBDC est déjà en place là-bas et que ça fait partie de l'instrument totalitaire qui régit la Chine et sa population. Maintenant, en plus en Chine, avec les algorithmes de prédiction, il y a de grandes chances qu'ils comprennent que tu vas réagir contre l'État ou que tu vas peut-être adopter Bitcoin plutôt que leur CBDC avant même que tu le fasses grâce aux algorithmes de prédiction et de l'IA et qu'ils t'en empêchent avant même que tu n'en sois conscient parce qu'ils ont le contrôle de l'argent. Comme l'a dit ce bon vieux Hal Finney, les ordinateurs peuvent être utilisés comme un outil pour protéger et libérer les personnes plutôt que de les contrôler. Et pour ça, Bitcoin ne peut être contrôlé, censuré ou arrêté. Bitcoin, comme le dit Anita Posch, est l'incarnation des droits de l'homme. Point numéro 3, discrimination et exclusion financière. L'argent, c'est ce qui te permet de pouvoir te spécialiser et pouvoir échanger des biens et services sans avoir à tout faire toi-même ou également en solutionnant les problèmes qu'avait le troc. Difficile donc d'imaginer une société où tu n'as pas accès au système bancaire. Pourtant, c'est bien le cas dans beaucoup de pays. Par exemple, les deux pays qu'on avait cités précédemment, le plus gros pays d'Afrique, le Nigeria, c'est 70% de la population qui n'a pas accès ou peu au système bancaire. Ou encore en Inde, où c'est 22% de la population du pays le plus peuplé au monde qui n'a pas accès aux services bancaires. Et au total, on parle de plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire et c'est pas par choix, c'est par exclusion. Une grande partie d'entre eux, c'est que tout simplement, ils n'ont pas de papier d'identité. Il y a 850 millions de personnes qui sont estimées vivant sur cette planète qui n'ont pas d'ID, qui n'ont pas d'identité en tout cas d'un point de vue légal au niveau des gouvernements. Et c'est là où Bitcoin fait toute la différence. Que tu sois une femme ou un homme ou un trans ou je ne sais quoi, que tu sois afghan, français, vénézuélien ou que ton gouvernement t'apprécie ou non, Bitcoin ne discrimine absolument personne. C'est juste une technologie et c'est juste une meilleure monnaie. Et absolument tout le monde ayant accès à Internet peut obtenir accès à Bitcoin. Le quatrième point qu'il ne faut pas sous-estimer, ce sont les virements internationaux, principalement pour les virements inter-famille, un membre de la famille qui allait dans un pays développé pour pouvoir renvoyer de l'argent à sa famille qui est restée dans un pays un peu plus sous-développé. Ces transferts sont estimés à 800 milliards de dollars par an. Et ces transferts sont extrêmement limités par des frais extrêmement élevés, en moyenne 6,3% de frais pour faire ces transferts. Mais il y a pire, dans les pays les plus sous-développés, par exemple en Afrique subsaharienne, les transferts internationaux sont de l'ordre de 10 à 15% de frais. Et ça, c'est quand le transfert arrive à ses fins, et c'est même pas toujours le cas. Et c'est un système donc qui ponctionne les pays les plus sous-développés
en faveur, et les personnes les plus demandantes d'argent, en faveur de tous ceux qui contrôlent le système bancaire. Et le Bitcoin, donc, change la donne. Tu peux faire des transferts qui sont settlés en quelques minutes pour quelques cents et de la valeur que tu veux. Ça peut être, pour quelques cents, tu peux transférer 1 € comme tu peux transférer 1 milliard d'euros. Et il n'y a rien ni personne qui va arrêter ce transfert. Et c'est très puissant. Par exemple, en ce moment, je me trouve au Salvador et on me raconte que dans le passé, maintenant, le pays s'est un peu plus développé sur les dernières années, mais il y a encore quelques années, plus de 50% des familles, c'est ce qu'on me dit en tout cas localement, plus de 50% des familles étaient dépendants de l'argent qui était renvoyé de personnes de la famille qui étaient parties travailler aux États-Unis. Donc c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, ce sont les locaux qui me l'ont dit, mais a priori plus de 50% des familles au Salvador dépendaient de l'argent qui était transféré, qui leur était transféré internationalement, et Bitcoin est absolument la meilleure valeur pour cela. Le cinquième point, c'est notre propre aveuglement. En Europe, ou en tout cas là où tu m'écoutes, certainement il y a de grandes chances que tu aies grandi avec un standard monétaire, par exemple l'euro, qui remplit à peu près ses fonctions. Si on regarde pas sur trop de décennies, on a un pouvoir d'achat qui est à peu près maintenu et on a surtout la possibilité d'avoir accès à des actifs grâce aux droits de propriété. Donc si tu n'es pas satisfait de ce système financier, tu peux toujours échanger ton argent contre un droit de propriété, que ce soit de l'or, des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. Ce droit de propriété est fondamental, mais il n'est pas du tout respecté à l'échelle mondiale. Et donc, on est environ 1 milliard d'individus sur cette planète à vivre dans cette bulle en ayant donc ce privilège. Et pour la vaste majorité des autres personnes sur cette planète, elles n'ont pas ce privilège. Et comme le dit Alex Gladstein, la plupart des gens dans les pays développés ne réalisent pas à quel point le système financier mondial est brisé pour des milliards de personnes. Même chez nous, on sait par exemple qu'entre 2020 et 2021, 30% de l'argent actuellement en circulation a été imprimé en simplement 2 ans, si je combine l'USD et l'euro. Donc 30% de la masse monétaire des deux monnaies les plus fortes ont été imprimées en même pas 2 ans. On sait très bien qu'ils ne nous disent pas la vérité sur l'inflation. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet. Mais malgré cela, on est extrêmement privilégié par rapport aux 87% de la population mondiale. Pour eux, lorsque tu vas leur dire Bitcoin est une monnaie décentralisée et que le gouvernement ne peut pas contrôler, ils vont t'écouter. Ça va les intéresser, ils veulent en savoir plus. Chez nous, tu leur dis c'est une monnaie que les gouvernements ne peuvent pas contrôler et ils vont penser tout de suite ah c'est une monnaie pour criminels. Le 6e point est la corruption gouvernementale. Encore un point sur lequel, dans nos pays, on est à peu près exempté, en tout cas à des niveaux beaucoup plus faibles que les pays en voie de développement peuvent vivre. Par exemple, au Zimbabwe, 1,5 milliard de dollars d'or est subtilisé des caisses de l'État chaque année et cet or est bien sûr dépensé pour les classes les plus aisées, certainement gouvernementales. Pendant ce temps-là, la population, elle, en paye les conséquences et plutôt que de financer par exemple, ou alors de garder une monnaie stable ou de financer des hôpitaux, des écoles ou financer le fait qu'il y a 40% de la population du Zimbabwe qui n'a pas d'électricité, donc possiblement améliorer les conditions de vie, en plus la population s'est mangée 707 milliards de pourcents d'inflation depuis 1980 sur 40 ans. 707 milliards de pourcents d'inflation. Les réserves d'or des pays sont rarement contrôlées. On ne sait pas exactement comment ils sont dépensés. C'est un système très opaque, beaucoup plus dans certains pays que d'autres. Mais même dans les pays les plus développés, par exemple aux États-Unis, il n'y a pas eu d'audit de Fort Knox, l'endroit où est stocké toute l'or, depuis, alors a priori en 1974, c'était un simple check physique, comme ça on rentre et on ressort. A priori, c'est depuis 1950 et quelques, 1954, si ma mémoire est bonne, la dernière réelle audit de Fort Knox, les réserves d'or des États-Unis. Il pourrait y avoir des surprises le jour où une réelle audit sera faite et ils s'apercevront que de l'or avait été subtilisé petit à petit ou non, peut-être pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, Bitcoin est absolument transparent. D'ailleurs, je peux vous afficher à l'écran le portefeuille du Salvador où on sait exactement combien de Bitcoin ils détiennent parce que Bitcoin est absolument transparent. Et aussi, il faut préciser que Bitcoin est audité toutes les 10 minutes par absolument tous les participants. Et ça, c'est bien sûr très différent. Comme l'a dit Frédéric Hayek, l'économiste, je ne crois pas que nous aurons jamais à nouveau une bonne monnaie tant que nous ne l'arracherons pas des mains des gouvernements. Nous ne pouvons pas leur retirer de force. Tout ce que nous pouvons faire, c'est introduire quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter.
Franchement, Bitcoin répond vachement à cette définition. Septième point, que le meilleur gagne, je parle de la monnaie. L'histoire de la monnaie, ça a toujours été la monnaie la plus forte survit et les monnaies les plus faibles. À chaque fois qu'une monnaie plus forte arrive sur le marché, les monnaies plus faibles sombrent et avant d'être remplacées donc par cette monnaie la plus forte. Ceux qui ont parié sur l'argent lorsque l'or a fini par dominer, et ben ceux qui ont parié sur l'argent, leur richesse a tout simplement fondu jusqu'à ce qu'ils acceptent enfin de passer sous le standard de l'or. Saïd Dinamous nous a dit Bitcoin serait adopté comme la poudre à canon. Si tu ne la possèdes pas, tu en seras la victime. L'histoire a montré que tu ne peux pas épargner dans la seconde meilleure monnaie parce que la principale monnaie, la meilleure monnaie, gagnera toujours. Et tu vas simplement voir ton pouvoir d'achat s'effondrer petit à petit jusqu'à ce que l'évidence te saute à ton tour aux yeux. Et les monnaies étatiques sont amenées à systématiquement se dévaluer. Elles doivent se dévaluer pour survivre. J'ai plein de vidéos dédiées sur ce sujet. Elles doivent se dévaluer pour survivre. Bitcoin, lui, c'est une politique monétaire inaltérable que rien ni personne ne peut changer. Et pour les 7 raisons que l'on a évoquées, Bitcoin va prendre le pas sur le monde et ce seront certainement ceux qui en ont le plus besoin actuellement qui en prendront les devants et qui le comprendront les premiers. Bitcoin, c'est un passeport vers la liberté. Si demain ton monde s'effondre, qu'il y a la guerre chez toi, que ton gouvernement est devenu totalitaire ou qu'il y a une catastrophe naturelle ou je ne sais pas, toi tu te casses avec tes 12 mots dans ta tête et c'est pour ça que je dis le Bitcoin est un passeport pour la liberté. Comme le dit Alex Glenstein, Bitcoin's NGU, donc Number Go Up, Technology is a Trojan Horse for FGU, Freedom Goes Up, Technology. Bitcoin turns greed into freedom. La traduction à ça, c'est tout simplement que la technologie de Bitcoin fait que son prix augmente et augmentera pour toujours. Et tel un cheval de Troie, en son centre est cachée la liberté. Bitcoin, son number go up technologie, fait que le prix augmentera pour toujours, est un cheval de Troie pour cacher le fait que la liberté individuelle pour chacun des individus augmentera. Le besoin de cette liberté individuelle et le besoin d'une meilleure monnaie va être en tout cas beaucoup plus compris par 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. À toi de voir si tu as envie de le voir Bitcoin ou non, parce que eux, ils le verront, en tout cas j'espère. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, ciao.